Bonjour. Israël est en pleine guerre, une guerre différente, complexe et sans précédent, une guerre qui probablement changera le visage du Moyen-Orient et celui de l'État d'Israël en particulier. Après l'onde de choc du 7 octobre dernier, alors comment gagner cette guerre sur tous les fronts, mais aussi comment rassurer les citoyens israéliens et aussi les communautés juives à travers le monde. Nous sommes au 17e jour de la guerre et tout indique que qu'elle sera longue, pénible et complexe. Au GCPA Cap de Jérusalem, nous suivons en permanence avec nos experts l'évolution de la guerre avec toutes les retombées stratégiques, géopolitiques et socio-économiques. Jacques Neria, vous êtes un expert militaire chevronné et spécialiste du renseignement. Vous parlez parfaitement la langue de l'ennemi et ma question est simple. Pourquoi l'intervention terrestre tarde et les plans opérationnels ne sont pas mis en œuvre sur le terrain? Et alors, bonjour à tout le monde, bonjour à notre audience. La question je dirais, est très valable parce que effectivement, on commence à critiquer cette lenteur de l'armée à prendre une décision, cette lenteur de nos leaders de prendre une décision pour l'intrusion terrestre, alors que les préparatifs de l'armée ont été terminés depuis longtemps. Ce qui se passe actuellement, c'est une pression, je veux dire, amicale. J'ai toujours dit que les étreintes amicales des États-Unis comportaient aussi une étreinte suffocante. Et cette étreinte suffocante se base sur deux choses. Un, donnez-nous le temps qu'il faut pour essayer de voir si jamais nous pouvons arriver à négocier la libération des otages. Un, et deux, nous ne voulons pas transformer cette confrontation entre Israël et le Hamas en une confrontation générale. Donc, faites attention de ne pas initier une machine ou de ne pas entreprendre une invasion qui risquerait automatiquement de provoquer le Hezbollah et ses acolytes à intervenir dans la guerre, puisque c'est la ligne rouge que le Hezbollah a mis devant nous. C'est la ligne rouge, la célèbre ligne rouge, nous disant très clairement, si vous commencez votre intrusion terrestre, nous allons tout simplement intervenir. Dans ce cadre-là, notre Premier ministre, qui sait très bien quelle est la valeur du support américain, du soutien américain et de la présence américaine, et qui s'est fait uniquement dernièrement, il y a 3 jours, qui s'est exprimé par l'interception de missiles balistiques envoyés à partir du Yémen vers Israël. Donc, cela ajoute naturellement au fait que les Américains nous accordent une aide militaire de 14 milliards de dollars du jamais vu dans nos relations. Et surtout, je dirais, il y a un soutien militaire qui est très palpable. Deux porte-avions avec tous les destroyers et les frégates qui les accompagnent, et naturellement des bombardiers qui sont venus de loin qui ont atterri en Sicile. Et pour finaliser, je dirais, les Américains savent qu'ils sont en guerre, puisque déjà 3 bases américaines sont attaquées quotidiennement en Syrie et en Irak. Et naturellement, le ministre de la Défense, le secrétaire d'État à la Défense, a demandé à Israël de ne pas commencer l'intrusion terrestre avant que les préparatifs américains ne soient déployés sur place. C'est la raison pour laquelle, disons internationalement. Domestiquement, il y a une autre raison. La raison est la suivante. C'est que Netanyahou s'est entouré de conseillers qui ne font pas partie du cabinet restreint. Ce sont des ex-généraux dont le principal d'entre eux, c'est le général Brick, qui est connu pour ses déclarations assez bizarres et qui est très critique de l'armée et qui dit très clairement à Netanyahou, écoutez, vous n'avez pas besoin de faire une intrusion terrestre, vous avez tout simplement, il faut continuer le bombardement. Allez-y, je vous en prie. Non, vous avez parfaitement raison de tout cela, mais il faut dire aussi que
au-delà de l'intervention terrestre, il existe aujourd'hui, depuis quelques jours déjà, des raids ponctuels dans la bande de Gaza Tout à pour, fait. pour récolter ou pour avoir des informations précises, Mais, principalement mais concernant les otages. Concernant... ce sont des raids limités à la frontière. Mais je reviens sur le général Brick. Le général Brick a en tête, en fait, le siège qu'Israël a mis autour de Beyrouth Ouest en 1982. Je vous rappelle, en 1982, le Tzal était arrivé aux abords de Beyrouth en moins d'une semaine. Et pendant 2 mois et demi, on a pilonné Beyrouth, on a bombardé Beyrouth, jusqu'à ce que Arafat a été convaincu qu'il fallait quitter Beyrouth, et il a quitté Beyrouth à mi-août, donc après 2 mois et demi de bombardement. Cet exemple-là est l'exemple sans doute que le général Brick a en tête. Continuer le bombardement intensif de la bande de Gaza. Hier, il y a eu 320 cibles qui ont été bombardées. Continuer le tir d'artillerie et naturellement continuer la pression qui devrait finalement amener à la reddition du Hamas et à la sortie du Hamas je dirais, des leaders qui sont sur place, parce que les vrais leaders ne sont pas ici. Ils sont en train d'avoir un shawarma à Istanbul, un baklawa à Doha, à Beyrouth, un peu partout dans le monde. Ils continuent à vivre dans leur luxe et dans leur confort, alors que les autres sont en train d'être, le peuple palestinien de la bande de Gaza est en train d'être sacrifié. Donc c'est une option qui est pesée par le Premier ministre et qui semble être préférée par lui pour l'instant. Oui, mais vous savez que dans le cabinet restreint de guerre, il y a deux autres anciens généraux de chefs d'état-major comme Eisenkot et comme Benny Gantz. Et donc, dans ce contexte-là, je suppose qu'il y a des divergences sur le plan des opérations tactiques et même stratégiques. Mais il est clair aussi que nous devons décider et trancher. Cette hésitation, cette valse d'hésitation de la part du gouvernement, en dépit et malgré les pressions, fortes pressions des Américains, et je dirais demain, puisque le président français Macron va arriver en Israël, fera aussi des pressions pour ne pas qu'Israël intervienne donc sur le plan terrestre. Donc nous devons avoir une décision ferme. Et là, je regrette que la décision n'a pas été prise. Et Alors, je rebondis, si vous voulez, sur le front nord, parce que c'est un contexte plutôt général et tout dépendra évidemment de l'invasion. S'il y a une opération terrestre, évidemment, que fera-t-il donc Nasrallah? Et puis, on n'entend plus ce Nasrallah, puisque ça alors, fait déjà 3 semaines qu'il ne parle pas. Il est dans son bunker, où est-il? alors, effectivement, ça fait déjà 3 semaines que Nasrallah n'a pas prononcé de discours. Donc, et il est sans doute au poste de commandement du Hezbollah dans la Daria, au sud dans le sud Beyrouth, entouré par des conseillers iraniens. Je vous rappelle que Kahani, le chef de la division El-Quds, était arrivé au Liban. Je ne sais pas s'il a quitté le Liban. Je vous rappelle que pendant la deuxième guerre du Liban, en 2006, Qasem Soleimani, qui était encore vivant à l'époque, était le conseiller personnel de Imad Mourni et de Hassan Nasrallah. Il était dans leur bureau et c'est lui qui donnait les ordres. Donc j'imagine que c'est là où se trouve Nasrallah. Il a conscience qu'une sortie de son bunker pourrait l'exposer à une attaque israélienne, ce qui naturellement ce qu'il ne voudrait pas. Et de ce point de vue-là, je dirais, on devrait continuer à comprendre le système dans Hezbollah. Le Hezbollah, c'est une organisation libanaise, mais à dotation iranienne. C'est un organisme libanais qui parle, c'est iranien qui parle libanais. Donc c'est tout à fait, je dirais, télécommandé par l'Iran, télécommandé et téléguidé par l'Iran. Et l'Iran, c'est qui a préparé pendant ces dernières semaines, croyez-moi, j'ai relu les discours de Nasrallah pendant ces dernières années. Il a tout simplement indiqué, au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, que le temps était en fait terminé pour l'État d'Israël et qu'il était temps d'essayer d'éradiquer je dirais, cet État sioniste.
Et là, je dirais, c'est là où les affaires se convergent avec les Iraniens qui, eux aussi, ont décidé d'éliminer l'État d'Israël et son existence. Oui, nous avons vu d'ailleurs dans l'attaque du 7 octobre, nous avons vu que les, le Hamas a employé, si vous voulez, la doctrine de Soleimani que vous avez envisagée et que vous avez évoquée tout à l'heure. Donc, dans ce contexte-là, c'est pour ça qu'on a évacué une grande population, plus de quarantaine de localités au nord du pays, y compris évidemment à Kiryat Shmona. Il y a 150 000 Israéliens déplacés aujourd'hui et qu'ils sont des réfugiés en fin de compte. Il y a pas de crise humanitaire parce qu'Israël quand même n'est pas Gaza, mais nous devons évidemment prendre en considération tout cela. Ce qui est important aussi, c'est cette solidarité à travers les communautés juives de France et en Europe, en Amérique, et ça nous donne évidemment un soutien à la fois moral et important pour combattre et pour continuer à combattre. Et nous espérons aussi que demain, le président Macron qui arrivera en Israël comprendra beaucoup mieux et ne jouera plus avec nous cette politique d'autruche parce qu'il faut dire clairement que les terroristes du Hamas sont les mêmes terroristes qui ont attaqué le Bataclan à Paris. Ce sont les mêmes terroristes qui ont attaqué et qui ont tué et qui ont décapité 2 professeurs en France. Donc, c'est un combat universel et que je suppose et j'espère, et nous sommes convaincus tous, que la communauté internationale comprendra beaucoup mieux notre combat inlassable contre ces terroristes du Hamas. Eh bien, on va continuer nos analyses et nos interventions, je l'espère, dans les jours qui viennent. Nous aurons évidemment des éléments supplémentaires et j'espère aussi qu'on les écoutera parce que la complexité de ce conflit est tout autre que ce que nous connaissons aujourd'hui, par exemple en Ukraine et dans d'autres pays dans le monde. Merci Jacques Myria. Merci à vous.